Amiens, le Gréco, il y a Michel Lefranc. Je veux dire, c'est vraiment une équipe laquelle on est proche, avec lesquels on travaille. C'est un centre de recherche en robotique et avec beaucoup de premières nationales et internationales. Et surtout avec, je ne suis pas sûr que c'est ça dont il va nous parler, mais un concept absolument formidable qui n'est pas fait ailleurs, c'est d'avoir créé un bloc miroir pour la formation des étudiants et surtout pour préparer de nouvelles interventions qui sont simulées avec le même équipement que celui du bloc opératoire. Et ça leur a permis, je vous dis, de faire toutes ces premières avec des résultats d'emblée très satisfaisants. Excuse-moi, je voudrais juste te poser une petite question. Tu parles de compétences cognitives. En matière de simulation, on parle souvent de compétences procédurales. Tu pourras nous expliquer dans quelle mesure il y aura une différence de ce que tu veux J'ai élargi le orienter. sujet parce que Philippe Marr m'avait dit tu vas traiter les compétences cognitives. On a parlé beaucoup de compétences techniques ce matin. C'est un On a effleuré, procédural. voilà, et on va commencer par délimiter le sujet, l'élargir un petit peu aux compétences Excellent. non techniques. C'est bien le sens de ma Parce que, question. voilà. Merci. Donc, on effleurera aussi le bloc miroir de ce fait, mais juste l'effleurer parce que le sujet est beaucoup plus vaste que ça et le temps est contraint. Donc, l'objet était l'évaluation des compétences cognitives des opérateurs dans la formation pratique. Euh, de quoi parle-t-on? Si je peux passer la diapo. Voilà. Pour répondre à la question d'Albert-Claude Bellamou, les compétences non techniques, elles se scindent en deux sous-parties. Les compétences cognitives, c'est-à-dire l'analyse de situations critiques, la prise de décision rapide, la planification, de l'aptitude à gérer l'imprévu au bloc opératoire, alors que la compétence technique, l'opérateur l'a très bien, mais l'imprévu, comment va-t-il le gérer? Capacité à interpréter des données qui vont se surajouter à ces concepts, des compétences sociales que sont du leadership, de la communication dans l'équipe, l'empathie envers les patients, la gestion de stress. Et les Écossais sont très en avance là-dessus. Ils travaillent depuis longtemps, l'équipe d'Aberdeen là-dessus. Ils ont délimité ces compétences cognitives, non techniques et sociales en prise de décision, conscience de la situation, ça c'est pour le cognitif, en travail en équipe, en gestion de tâches, ça c'est pour les compétences sociales, le tout étant influencé par le stress et la fatigue. Il y a l'équipe d'Anne Melabou qui est là, qui a fait une belle revue de littérature sur le sujet, qui est vraiment passe en revue tout ça, et on va voir ce qui a été dit dans cette revue et puis tout ce qui a été publié après. Alors, avons-nous conscience de ça dans notre métier? Alors, je fais un tour de littérature. Il y a un papier de 2009, quand on met en place une formation, un entraînement de style aviation dans un bloc opératoire, et bien en fait, cette équipe-là, 2009, c'est pas si vieux que ça, montrait qu'il y avait une résistance culturelle considérable du personnel médical à analyser ses compétences non techniques. Le débriefing, la remise en question de l'autorité ont semblé plus difficiles à introduire que d'autres parties de la formation. Il y a le problème de l'autorité, il y a le mentor, il y a le senior, il y a le jeune, mais cette remise en cause est parfois difficile quand il s'agit de non techniques. Et puis, un papier, une revue de littérature 2022, fait par des Italiens après la crise Covid, où ils ont bien mis en exergue la nécessité de parler de compétences non techniques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 75% des événements indésirables dans les blocs opératoires sont le fait de problématiques de compétences non techniques et pas de compétences techniques. Donc, alors que ici, nous parlons quasi exclusivement de compétences techniques. Il va falloir s'approprier cela et de parler de non technique à un moment ou à un autre. Il faut approfondir la contribution de ces compétences pour les chirurgiens, faire face aux défis inattendus, aux urgences chirurgicales, à l'introduction de nouvelles technologies, et c'est la robotique dans la pratique clinique. Alors, ces évaluations, comment les faire? Alors, il y a l'évaluation sommative où on donne la note à la fin, c'est bien, c'est pas bien, mais c'est pas comme ça que ça se passe en pratique. C'est plus de l'évaluation formative, c'est-à-dire qu'on a un curriculum et on a un pré-test, un post-test, et à la fin, eh bien, on a appris et on devient compétent. Alors, ça dépend du mode d'enseignement des compétences, hein. Et puis, à qui on a affaire? Est-ce qu'on a affaire à des juniors en formation initiale? Ça, c'est le rôle des collèges. Ou est-ce qu'on a affaire à des seniors en formation continue? C'est le rôle des sociétés savantes. Et cet enseignement, cette évaluation, elle doit se faire tout au long de la carrière, du plus jeune âge jusqu'au dernier jour de l'exercice. Euh, Comment peuvent être construits ces curriculums? C'est très simple. En général, c'est un cours
qui va expliquer à l'équipe ce qu'est une compétence non technique. Des vidéos très démonstratives, il en existe de magnifiques, avec sensibilisation sur les défaillances des apprenants. On montre un incident de compétences non techniques dans un bloc opératoire, soit en simulation, soit dans la réalité, mais c'est plus en simulation évidemment. Et tout l'enchaînement de gags qui s'est produit, qui conduit à l'événement indésirable. Et puis le maître mot dans ces évaluations de compétences non techniques, c'est la simulation. On en a parlé beaucoup, on va y revenir. C'est s'entraîner, améliorer les compétences dans des conditions proches de l'exercice. Simulation suppose formateur, on en a parlé, suppose investissement, coût pour les sociétés savantes ou les collèges ou l'État, et suppose répétition de ces simulations. On peut aussi former, être évalué en simultané entre compétences non techniques et compétences techniques. Il y a des papiers qui le montrent bien, hein, ce papier de 2022, et puis la revue de littérature de Dan Benamou également. Cette double formation, bah, elle peut être utile de temps en temps, parce qu'on a parlé beaucoup de compétences techniques. Si en même temps on évalue la compétence non technique, on optimise. Et c'est tout à fait faisable. Là, je vous montre l'exemple d'un curriculum qui a lieu dans notre centre de simulation à Amiens sur la circulation extracorporelle et les chirurgiens cardiaques. C'est pas du tout mon univers, mais où on a, dans un bloc miroir dont on va parler tout à l'heure, une chirurgie qui se fait sous circulation extracorporelle et on est capable d'induire des incidents pour le perfusionniste, pour le chirurgien cardiaque, et on regarde comment réagit l'équipe à l'incident de perfusion de CEC. Hein, et c'est une formation assez courte, mais qui permet quand même d'apprendre à ces opérateurs-là techniques en équipe, j'insiste bien sur en équipe, à réagir aux incidents. C'est une évaluation formative avec des scénarios qui sont diverses et variés. Maintenant, quels sont les outils d'évaluation? Il y en a plein de publiés, de plus en plus. Mais il y en a quand même un qui fait un peu plus référence, c'est le NOTE, c'est le Non-Technical Skills for Surgeons. C'est l'équipe d'Édimbourg Aberdeen qui a créé ça. Il y a véritable, localement là-bas, un centre de formation en compétences non techniques très développé. Et vous voyez, on a là la grille d'évaluation que l'on trouve facilement chez eux, qui reprend les 4 items des compétences non techniques avec des sous-items qui sont codés de 0 à 4. Et on peut le faire en pré-test, en post-test. Il faut que le formateur et l'évaluateur aient appris à le faire. Mais dès lors qu'il a appris à le faire, il y a de très bonnes reproductibilités interopérateurs, interformateurs dans cet outil d'évaluation-là. Et vous voyez, c'est 2007, mais il a été depuis bien utilisé dans plein d'autres papiers. Et je pense que au moins, c'est un outil qui a le mérite d'exister et qui est aujourd'hui suffisamment robuste pour être reproduit dans nos curriculums. On peut aussi évaluer des équipes. Alors, il y a des scores. En voici un qui aussi est celui qui a été largement publié. C'est l'Oxford NoteText 2. Parce que le premier était avec 4 niveaux d'évaluation. Et là, vous retrouvez les 4 compétences non techniques avec des notes de comportement qui vont de 1 à 8 sur les équipes. Et là, cette fois-ci, on n'évalue pas l'opérateur, on évalue l'ensemble de son équipe. Euh, alors, à la fois en simulation, c'est valable aussi dans la vie quotidienne du bloc opératoire. Il y a d'autres outils d'évaluation qui sont publiés par certains, mais ces deux-là ont vraiment pris beaucoup d'ampleur dans la littérature aujourd'hui. On parlait de robotique. L'introduction de la robotique chirurgicale dans nos blocs opératoires va modifier de fait nos compétences non techniques à acquérir. Parce qu'il y a vraiment une organisation de bloc opératoire qui est complètement différente. Alors, il y a des scores aussi. Hein. La Unity Personal and Cognitive Assessment for Robotic Surgery qui a été développée. Vous voyez, c'est 2017, c'est récent, l'ICARS System. On peut créer des simulations de crise, c'est ce papier de 2023, essentiellement dans un cadre de robotique de télémanipulation. Il y a encore peu de papiers sur l'évaluation des compétences non techniques dans la robotique de guidage par l'image, mais ça va venir. Hein. Et il faut que les équipes apprennent à se comporter avec une console, avec un outil robotique qui peut être défaillant, qui peut être défaillant, ou alors on peut avoir une variation de la position de référence et donc avoir des données fausses. Il faut savoir se comporter et réagir vis-à-vis de ça. L'idée, c'est de créer un environnement simulé de bloc opératoire. Et là, je reviens sur la notion de bloc miroir. C'est-à-dire qu'on a la possibilité d'avoir ici, vous voyez, une salle d'intervention chirurgicale dans un centre de simulation, qui est le centre de Simu Santé d'Amiens, où vous avez la capacité de travailler avec le robot, avec un champage. Vous êtes avec l'équipe, vraiment dans les conditions du réel. Et là, vous pouvez évaluer les compétences non techniques. L'idée de ce bloc miroir, c'est aussi de développer de nouvelles techniques opératoires en utilisant des robots et de les faire valider par les instances et les autorités de sûreté.
mais on peut l'utiliser aussi pour ce type d'évaluation de comportement cognitif. Et puis, il y a l'avenir. L'avenir, et là, il y a 2 papiers très récents, dont le dernier, vous voyez, qui date de ce mois-ci, dans Human Factors. On peut mesurer objectivement maintenant les compétences non techniques, plus uniquement avec le score, le NOTES ou le NOTE-Text2, mais on peut aujourd'hui, avec des capteurs métriques, euh, le eye tracking du chirurgien, sa fréquence cardiaque, des capteurs sensoriels qui sont mis dans les salles de bloc opératoire, avoir automatiquement en fin d'intervention la machine qui nous dit ah, là, l'évaluation, elle est comme ça, là, elle est comme ça, là, elle est comme ça. Donc là, c'est le début d'une nouvelle ère de l'évaluation dite objective des compétences non techniques. Je vais conclure assez simplement. Euh, Vous avez compris qu'aujourd'hui, compétences techniques, on en a beaucoup parlé, non techniques, on l'a effleuré ce matin et c'est vraiment la première fois qu'on en parle. Et on est très en retard dans la formation des compétences non techniques et dans leur évaluation. C'est bien sûr le rôle essentiel des collèges et d'enculturer les plus jeunes. Alors, la R2C et les Écosses, c'est sans doute très favorable pour ça, pour nos jeunes, puisque nos jeunes vont déjà très tôt être formés aux compétences non techniques. Peut-être que quand ils vont arriver dans le curriculum du 3e cycle, ils vont déjà avoir ces notions-là. Il n'y a toujours pas d'obligation réglementaire. Alors, je fais juste un parallèle avec l'aviation civile. Eux, ils ont des obligations. Aujourd'hui, vous prenez l'avion, votre pilote, il sait piloter l'avion, mais il a été formé aux compétences non techniques. Parce que si vous preniez l'avion et que ce pilote n'avait pas été formé à la panne moteur, ben, vous ne monteriez pas dans l'avion. Sauf qu'aujourd'hui, nos jeunes opérateurs qu'on lance dans leurs premiers mois d'exercice, ils ne savent pas gérer la panne moteur. Nous, on sait la gérer parce qu'on est vieux. Les jeunes ne savent pas. C'est l'expérience qui a appris à nous la gérer, alors qu'aujourd'hui, on a les moyens techniques de l'évaluer et de former nos jeunes chirurgiens à la panne moteur et à tous les incidents de bloc opératoire. Donc, mon sentiment quand je lis ça et quand je vois la littérature, c'est de mettre en place une évaluation obligatoire des compétences non techniques à un moment ou à un autre ou à plusieurs moments. Et là, je vais faire le lien avec ce qui se passera après sur la certification et la recertification des opérateurs en faisant des sessions, en simulation, dans des blocs miroirs avec des pré- et post-tests et instaurer très tôt une culture des compétences non techniques et puis s'adapter bien sûr à l'innovation parce que ça va être en permanence en voie de renouvellement euh, au gré des évolutions technologiques. Voilà, je vous remercie.